émission s'intitule « Les monarchies font de la résistance ». Alors, nous avons déjà, le mois dernier, évoqué la monarchie en général, puisque j'ai fait, il y a un mois, une émission « La monarchie, un passé très présent, un avenir possible ». Donc, et nous avons, il y a un mois, parlé beaucoup de l'Angleterre, puisque j'avais Anne-Elisabeth Moutet, qui est journaliste au Sunday Telegraph, qui était là. Et nous avons également parlé du Brésil, parce que mon deuxième invité était arrivé du Brésil avec un livre tout frais sur la situation actuelle, mais du coup, il nous a évoqué la chute de la monarchie au Brésil. Alors, nous, aujourd'hui, eh bien, j'ai le plaisir d'inviter dans cette émission Frédéric de Natal. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que tout va bien? Je vous vois et je vous entends, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, Frédéric de Natal est directeur de la revue Dynastie et j'ai le plaisir de faire sa connaissance via les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ne sont pas toujours, des vecteurs de choses négatives, ils sont parfois vecteurs de choses particulièrement intéressantes parce que régulièrement, Frédéric de Natal, eh bien, vous postez sur telle monarchie dans tel pays, vous suivez en réalité l'actualité des monarchies et de la noblesse de manière générale. C'est pas seulement uniquement les monarques, mais tout un ensemble de gens qui font partie donc de la classe dirigeante, comme on dit aujourd'hui, mais enfin c'est pas tout à fait ça. Et donc le fait que vous fassiez en permanence référence à ce qui se passe prouve que vous avez, c'est ce qui m'a attiré vers vous, qui m'a amené à vous contacter, une énorme curiosité pour ce sujet, comme si vous étiez habité par ce sujet. Oui, alors c'est vrai que j'ai deux sites à l'heure actuelle, un qui est monarchiedynastie.com qui traite des monarchies dans le monde, alors qu'elles soient régnantes ou qu'elles aient régné, des prétendants au trône ou en tout cas des activités des mouvements monarchiques qui démontrent qu'il y a quand même une vitalité dans cette institution, qu'elle soit passée ou encore présente dans de nombreux pays, puisque l'Europe en compte 12 à l'heure actuelle. L'Asie presque autant, en tout cas à moins d'une dizaine. Vous avez aussi 3 monarchies en Afrique, et puis je ne compte pas toutes les monarchies traditionnelles qui sont encore en place à l'heure actuelle, notamment sur le continent africain, et puis toutes celles qui ont régné précédemment et qui ont été les victimes de 2 guerres mondiales, notamment en Europe, ou victimes de révolutions comme en Amérique du Sud. Vous citiez le Brésil tout à l'heure. Alors, donc, nous écartons l'Angleterre, sauf un tout petit peu, je vais un tout petit peu en parler dans l'introduction puisque c'est d'actualité, et nous écartons la France, la Russie, la Chine qui sont toutes ont vu leur monocratie, quel que soit leur nom, disparaître soit d'un seul coup, soit à la suite de révolutions ou d'événements successifs. Et donc, a priori, nous n'en parlerons pas, mais il nous reste effectivement beaucoup de monarchies à évoquer. Alors, nous aurons ensuite Yoko Kaneko, qui vient d'arriver dans le studio. Bonjour Catherine. Merci Yoko. Et d'habitude, elle nous parle de Bach, elle nous parle des clavecins, elle nous parle des pianos forte, elle nous parle de tas de choses qui touchent à la musique. Mais aujourd'hui, je l'ai invitée, non pas parce qu'elle est pianiste, mais parce qu'elle est japonaise. Et elle nous parlera d'un cas tout à fait particulier, qui est le Japon, quand nous aurons évoqué les autres monarchies. Et puis, est arrivé dans le studio notre chef d'orchestre préféré, Alexandre Damianovic. Est-ce que vous avez trouvé, Alexandre, quelques musiques qui illustreront le faste royal ou Le faste d'une certaine manière, oui, j'ai trouvé du Beethoven qui a fait des choses qui portent les noms impériaux et un rapport avec ça. Et puis aussi, en effet, tu viens d'évoquer tout à l'heure les monarchies disparues. En effet, tu avais cité la Russie. La Serbie est également un pays qui a vu sa monarchie être dépourvue, en tout cas, de son pouvoir à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Quelques similitudes avec le Japon aussi.
Donc, comme Alexandre. Continue. Donc, je vais en parler aussi de la monarchie serbe. Donc, comme Alexandre est chef d'orchestre, mais aussi serbe, ils nous en parleront. Voilà. Alors, avant que nous commencions à faire ce tour du monde, accrochez-vous bien, je vais tout de même faire un petit édito, mais qui a trait justement à quelques survivances du temps de la monarchie. Par exemple, le 1er mai. Le 1er mai, c'est demain. Et comme nous sommes sous domination d'une culture, on va dire moderne, eh bien, quand vous tapez 1er mai sur Internet, apparaît la révolte syndicale du 1er mai 1886, jour du renouvellement des contrats d'embauche en Pennsylvanie, où les syndicats se sont révoltés et donc les socialistes français ont décidé de faire du 1er mai une commémoration de cette révolte syndicale du 1er mai 1886 et l'ont appelée Fête des travailleurs. Mais nous qui aimons rester français, nous on sait que le 1er mai 1560, le roi Charles IX a reçu un bouquet de muguets alors qu'il était en déplacement dans la Drôme. Et Charles IX aurait alors décidé d'offrir tous les ans, au printemps, tellement il a été charmé par cette fleur délicieuse qui est effectivement le muguet, décidé d'en offrir tous les ans au printemps à chacune des dames de la cour royale. Voilà. Et puis, dès 1793, le calendrier républicain de Fabre d'Églantine proposait une fête du travail au 3e jour des sans-culottides. J'ai trouvé ça, les sans-culottides, c'est quand même magnifique. J'ignorais qu'il y avait eu des sans-culottides dans le calendrier républicain. Et enfin, en 1941, le maréchal Pétain institue le 1er mai comme jour chômé et le nomme alors la fête du travail et de la concorde sociale. Il sera à nouveau établi, chômé et payé en 1947 par les communistes qui en font leur fête, la fête des travailleurs. Et pour eux, c'est la seule fête d'ailleurs qui compte vraiment, car toutes les autres fêtes sont soit des fêtes totalement obscurantistes imposées par l'opium du peuple, Noël, Pâques, soit des fêtes de l'Europe capitaliste, le 9 mai on fête l'Europe, soit des fêtes de guerre capitaliste, le 8 mai, le 11 novembre, et soit les fêtes des pères et mères, alors là n'en parlons pas, complètement dépassées, puisque il peut y avoir une mère qui n'est pas binaire, un père qui est en transition, enfin les choses sont devenues quand même un peu compliquées pour ces deux fêtes. Donc le PC, depuis le Parti communiste français, donc depuis des décennies, envoie les militants sur les routes pour vendre de petits bouquets de muguets. Et jusqu'ici, depuis la guerre, donc ils en avaient le monopole. Là, le capitalisme a encore frappé. Les néolibéraux, les méchants néolibéraux ont accordé aux marchands de fleurs le droit d'ouvrir demain, 1er mai. Donc ils n'auront plus le monopole, nous allons pleurer. Alors, autre chose qui va peut-être intéresser nos auditeurs et qui m'a tout de même beaucoup frappé, FR3 nous a informé le 20 avril que Quentin Faunet, un jeune garçon de 20 ans ou 22 ans, ça dépend des sites, je n'ai pas réussi à trouver son âge véritable, a officié pour la première fois ce dimanche dans le village de, alors accrochez-vous, Niedermorschwihr, en Moselle, comme Suisse de la paroisse. Voilà. Alors, moi, au fin fond de la Lorraine, quand j'étais toute petite, eh bien, il y avait à l'église du village un homme imposant, avec un bicorne, un long manteau brodé d'or, qui tenait à la main un auguste bâton avec lequel il tapait, comme au théâtre, avant le lever du rideau, lorsque la messe commençait. La messe, bien sûr, en latin, à l'époque, Introibo ad altare Dei, suivi de Asperges me, etc. Bon, c'était un Suisse, m'avait-on dit. J'en conclus un peu vite que dans la corbeille qu'il tenait à la main, il y avait des chocolats. Mais non, il y avait seulement des miches de pain, d'un pain bien blanc, aéré comme une brioche, qui est distribué afin de faire patienter les enfants et de soutenir l'énergie chancelante des vieillards. C'est ce qu'on peut supposer. Eh bien, figurez-vous que ce jeune homme, donc, a décidé de faire ressurgir cette coutume. Et du coup, je me suis penché sur l'existence de ces Suisses et ce que ça voulait dire. Donc, les Suisses d'église étaient appelés aussi gardes suisses paroissiaux, bedeaux en uniforme ou huissiers d'église. Ils étaient présents dans les églises catholiques jusqu'aux années 60. Pourquoi ? Parce qu'en 1771, Louis XV avait institué par ordonnance une pension de retraite, la vétérance à haute paye, ça s'appelait, pour les soldats.
et les Suisses avaient été oubliés. On les affecta alors à des paroisses pour y assurer le gardiennage, la police du culte et le maintien de l'ordre pendant les messes et processions, où ils précédaient le clergé avec hallebarde, uniforme, chamarré, rouge, bleu, jaune et bicorne à plumes. Alors, qui étaient ces Suisses à l'origine? Eh bien, à l'origine de ces gardes suisses, ils ont été institués par le pape Jules II, le fameux pape Jules II de la Rovère, qui n'était pas un modèle de pape, mais qui néanmoins a fait beaucoup de bonnes choses, et notamment il a institué en 1506 ces 150 jeunes Suisses qui portaient un uniforme magnifique qu'on a dit dessiné par Michel-Ange. Et ces soldats suisses étaient en effet réputés fidèles, courageux, disciplinés et excellents combattants. Le pape Clément VII, d'ailleurs, un Médicis, avait formé en 1526 la Ligue de Cognac avec François Ier, avec Venise, avec Milan, donc autre cas, Venise, qui n'est pas une monarchie mais une oligarchie, Milan, et Florence contre Charles Quint et les troupes allemandes protestantes. Cela n'empêcha pas le sac de Rome en 1527 et 147 gardes suisses y trouvèrent la mort. Le roi de France aussi eut des gardes suisses depuis le XVIe siècle. Il y en avait environ 900 sous Louis XVI et eux aussi malheureusement se feront massacrer le 10 août 1792 aux Tuileries en défendant vainement le palais. Alors les Suisses du pape seront dissous et désarmés par les troupes françaises, les méchantes troupes françaises en 1798, après qu'elles aient envahi Rome, les troupes françaises, pas les Suisses, proclamé la République romaine, déposé et déporté le pape Pie VI qui mourra en exil en France. Elle a été reconstituée en 1800 par le pape Pie VII, et de nouveau, elle a été dissoute en 1809 par les troupes de Napoléon, rétablie en 1814, et elles ont soutenu le pape pendant cette époque terrible où la prise de Rome par Garibaldi en 1870 l'a réduit à rien, a réduit le pape à rien du tout. La situation était gravissime et donc les gardes suisses se sont une fois de plus illustrés. Alors ils incarnaient donc l'ordre, la discipline, notamment pour s'occuper des enfants. Moi je trouve que ce serait très très bien qu'ils reviennent pendant les messes, ce serait absolument parfait. Ils ont tenu le coup donc finalement et c'est Vatican II qui a eu le repos pour parler vulgairement, c'est-à-dire qu'à partir de là, bon, on a décidé qu'il ne fallait plus aucune marque d'un quelconque luxe et donc c'est apparu comme étant voilà, une résurgence du PSG un petit peu trop luxueuse. Alors voilà, c'était pour parler de deux sujets qui montrent à quel point la monarchie est encore dans nos mémoires, et plus que dans nos mémoires, puisqu'il y a des gens qui même essayent de restituer des coutumes de l'époque. Voilà, mon cher Frédéric de Natal, je ne sais pas ce que vous pensez des gardes suisses, mais en tout cas, nous allons... que la Suisse n'est pas une monarchie, donc nous n'en parlerons pas, mais nous allons peut-être commencer par les monarchies européennes. Et oui, alors vous parliez de la Suisse qui n'est pas une monarchie. Alors techniquement si, elle a été une monarchie à un moment donné, sous la domination des Habsbourg. Pour ce qui est des gardes suisses, je serai le premier à être favorable à leur retour, ne se fût-ce que pour la tradition, et on le voit bien au sein du Vatican. Et enfin, pour finir sur ce même pays, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité, mais il y a en ce moment un jeune homme qui fait parler de lui, puisqu'il est autoproclamé roi de Suisse, avec un certain territoire... sous sa coupe et qui semble apparemment déranger beaucoup les autorités helvètes qui commencent à mettre un petit peu leur grain de sel et les villages entourants, puisqu'on soupçonne fortement cet homme de vouloir s'approprier un empire au détriment de la République fédérale. C'est assez marrant, assez caustique, ça fait partie de ces joies de la monarchie, de ces anecdotes dont on peut parler et dont on peut se gargariser à foison. Alors, les vraies monarchies qui restent aujourd'hui en Europe, il y en a, vous avez dit, il y en a 12. Alors, auxquelles allons-nous nous intéresser ? Mais écoutez, moi je pense que, bon, déjà c'est assez marrant, on peut toujours remarquer que la France a été le premier pays à être une république au sein d'une Europe très monarchique, notamment au début du XXe siècle, et aujourd'hui, paradoxalement, elle est entourée que de monarchies. Alors vous avez la Belgique, vous avez le Luxembourg, vous avez Andorre, puisque notre cher président de la République est aussi coprince d'Andorre, il s'est promené il n'y a pas très longtemps dans les rues de cette petite principauté théocratique. Et puis à côté, vous avez un pays quand même que nous aimons bien,
c'est l'Espagne, et l'Espagne est certainement le pays qui incarne la monarchie, ou en tout cas les tensions monarchiques et républicaines dans toute leur splendeur, puisque c'est en 1975, à la mort du généralissime Franco, que la monarchie a été officiellement restaurée, même si dans les faits, elle l'était depuis 1947. Alors c'est très intéressant, ce pays, parce que ça nous renvoie un petit peu à notre propre miroir et notre propre histoire. Je vous disais que la France avait été le premier pays à proclamer sa république. Elle a beaucoup apprécié ses révolutions, rappelé ses rois, puis elle a fini par s'en débarrasser, voire même ses empereurs en 1870, au cours de ce qu'on pourrait même considérer comme une prise de pouvoir illégale dans des temps un peu incertains. Et puis l'Espagne, à côté de ça... Les Allemands ont bien aidé quand même en 1870. Oui, Bismarck, on dit beaucoup que Bismarck n'avait pas d'intérêt à ce que la monarchie revienne, ça ne l'intéressait pas, craignant le retour de la puissance française, et on dit que c'est aussi l'un de ceux qui auraient empêché la restauration de la monarchie entre 1870 et 1873. Alors ça fait beaucoup débat chez les historiens, mais ça a été écrit, quoi qu'il en soit. Alors parallèlement, l'Espagne qui a vécu elle aussi des révolutions, puisque 1868, le départ d'Isabelle II, reine assez pitoyable en soi, plus occupée à astiquer les draps de son lit que les affaires de l'État. Une république s'impose par la suite, qui n'a pas duré très longtemps, puis on finit par appeler le fils d'Isabelle II, Alphonse XII, et enfin celui qui lui succède, Alphonse XIII. Et Alphonse XIII, eh bien, roi magnifique s'il en est, ayant épousé une petite fille de la reine Victoria, n'a pas l'esprit très combatif, et lorsqu'en 1931 des élections municipales donnent l'avantage aux républicains, qui sont une voie politique, une mouvance politique en pleine montée, eh bien le roi décide tout simplement de partir. Il n'a pas envie de combattre, il dit qu'il n'a pas envie de verser le sang, c'est tout assez honorable, et s'installe donc une deuxième république qui va s'attaquer drastiquement et fondamentalement aux traditions de l'Espagne, en devenant très laïque. Et vous savez qu'en Espagne, le catholicisme, c'est quand même quelque chose d'assez important dans la conscience nationale. Elle fait partie des traditions et de l'histoire, elle est très ancrée, on le voit encore aujourd'hui, puisqu'on dit le royaume très catholique d'Espagne dans son appellation. Et puis arrive ce qui arrive, comme d'ailleurs est arrivé en France, l'Espagne se divise, elle tombe dans la guerre civile atroce, meurtrière, qui donne la victoire en 1939 aux nationalistes du général Franco. Alors ce général Franco, qui est d'essence assez modeste, qui s'est débarrassé quelque peu de ses alliés, a un attachement aux traditions et en principe à la monarchie. Alors ce qu'on sait moins, c'est que il faisait très peu de cas des Bourbons, notamment du comte de Barcelone. Il estimait que puisque le roi avait fui, il n'était pas véritablement légitime en soi. Bon, il faut dire qu'Alphonse XIII allait bientôt décéder. Le comte de Barcelone n'était pas non plus très combatif et ne s'entendait pas du tout avec Franco. Et donc Franco dit, allez, en 1947, restaurons cette monarchie, cherchons un prétendant. Juan Carlos ne s'impose donc absolument pas du tout dès le départ, mais pour les Espagnols, cela va complètement de soi que ce système soit restauré, puisque ça fait plus de 1000 ans qu'il est en place, en dépit des diverses dynasties qui ont régné sur une Espagne unifiée depuis 1492, donc le règne d'Isabelle la catholique et de Ferdinand d'Aragon après la Reconquista. Et parmi ces prétendants, il y a quelques Bourbons qui sortent du lot. Alors vous avez une branche de Parme qu'on va aller draguer en lui faisant croire que, ils vont peut-être accéder au trône. Vous avez les Habsbourg, Otto de Habsbourg, l'archiduc, le prétendant à la couronne austro-hongroise, est même sollicité par Franco, puisque les Habsbourg ont régné sur l'Espagne pendant quelques années avant que Philippe V, le petit-fils de Louis XIV, finisse par y accéder au trône en 1700. Otto d'Habsbourg refuse littéralement, il n'a rien contre Franco, bien au contraire, mais en soi il préfère s'occuper plus de l'Europe et plus des pays de l'Europe de l'Est dont son ancien empire avait la charge, notamment la Hongrie. Donc il refusera ce trône, et donc ce jeu de chat et la souris va finalement aboutir au choix de Juan Carlos, que l'on fait revenir, comme il le dit dans ses mémoires, dans un pays qu'il n'a pas véritablement connu. Il découvre, il sent qu'il y a une méfiance autour de lui,
tous les franquistes ne sont pas des monarchistes, et tous les monarchistes ne sont pas d'ailleurs des franquistes non plus à l'époque. Il y a quand même beaucoup de résistance à cet État qui s'est mis en place, et on pense que de toute façon, modelé à la sauce franquiste, eh bien Juan Carlos va poursuivre le legs de Franco après sa mort. Alors je passe dans Pardon, quel est le lien alors entre Juan Franco et, puisqu'il n'est pas un Bourbon a priori? Alors, il n'y a pas de lien, ou alors en tout cas, il va être indirect, parce que Franco, qui fait, comme je vous le disais, peu de cas des Bourbons, va s'insérer au sein de la famille royale. Il va s'y rallier par défaut, puisque une de ses filles va épouser un des fils d'Alphonse XIII, qui est Don Rémé de Bourbon, qui est le duc de Ségovie, et qui va donner naissance à Alphonse, dont on va considérer à un moment donné, d'ailleurs, qu'il peut être un prétendant à la couronne d'Espagne. Puisqu'on ne l'a pas choisi, comment se fait-il qu'on choisisse Juan Carlos si on parle de, Alors, de descendance? C'est un accord qui a été fait entre la Maison royale d'Espagne et Franco. C'est-à-dire qu'en échange... Oui, mais d'où vient-il, Juan Carlos? Ah ben c'est le petit-fils d'Alphonse XIII. Si on parle, on est quand même dans la même... Parce que j'avais l'impression que vous disiez qu'on avait choisi ailleurs. Non, absolument pas. C'est le petit-fils d'Alphonse XIII, c'est le fils du comte de Barcelone. Le comte de Barcelone est quand même contraint un petit peu de renoncer à ce trône qu'il convoitait depuis des années, malgré lui, même si il faudra attendre quasiment 2 ans après l'accession au trône de Juan Carlos avant qu'il ne reconnaisse son propre fils comme roi d'Espagne. Et l'avantage de Juan Carlos, c'est qu'il est très jeune. Voilà, donc on pense vraiment véritablement le modeler sur la sauce franquiste et en faire véritablement cet héritier que Franco n'a pas directement. Alors même s'il a eu plusieurs enfants, et garçons comme filles. Et en l'occurrence, à côté de ça, Franco rentre dans la famille royale, comme je l'expliquais, en faisant épouser sa fille Carmen au duc de Ségovie, qui est lui-même le fils d'Alphonse XIII, et d'ailleurs, pour la petite anecdote, l'aîné de la maison de Bourbon, puisque Juan Carlos n'est qu'un cadet. C'est toute la contradiction de la chose. Alors quand Franco décède, la question de la survivance de la monarchie va se poser. Parce que pour beaucoup de franquistes, il se trouve que l'on dit ça va être un règne très bref, très court, il ne fera jamais l'unanimité, les Espagnols vont finir par le rejeter, et on reviendra à ce qui était l'essence d'origine même du franquisme, c'est-à-dire la dictature. Eh bien, malgré tout, Juan Carlos va s'imposer. Et va s'imposer comme le roi de la démocratie. Ce qui en soi démontre bien que démocratie n'est pas antinomique à la monarchie, qu'on associe souvent à un pouvoir absolu, le pouvoir d'un seul homme. Eh bien non. Là pour le roi, pour le coup, le roi va avoir des pouvoirs issus d'une constitution qui va être adoptée par l'ensemble des partis politiques représentatifs et autorisés après la dictature, dont le Parti communiste d'ailleurs et le Parti socialiste. Vous dites la dictature, mais Franco était pour cette transition démocratique. Donc, oui, absolument, mais on est bien d'accord là-dessus. Sauf que vous aviez certains franquistes qui, eux, ne l'étaient absolument pas du tout. D'accord. Voilà, et qui auraient préféré que l'État reste tel qu'il était, avec un proche de Franco succédant à Franco, tout simplement. C'est pour ça que je précisais que les monarchistes n'étaient pas des franquistes et les franquistes n'étaient pas tous des monarchistes. Et comme il s'impose en tant que roi démocratique, le fameux coup d'État qui éclate en février 1980 va consacrer complètement l'accession de Juan Carlos comme véritable chef d'État. La monarchie va s'imposer d'elle-même, mais à cette monarchie, à cette transition, puisqu'on parle vraiment de transition à l'époque, va se poser une deuxième question, c'est de savoir est-ce que les Espagnols sont-ils monarchistes ou sont-ils Juan-Carlistes? Car tout est dans la question et la réponse avec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monarchie, si on passe dans le temps, elle pose un véritable problème, elle est un véritable débat en Espagne. On ne sait jamais d'un règne à l'autre si les Espagnols sont attachés à leur institution ou sont véritablement attachés au personnage qu'il incarne. Et en l'occurrence, Juan Carlos l'a incarné durant tout son règne jusqu'à la fin, en dépit des contradictions, ou en tout cas des affaires auxquelles il a été lié. Et son fils a dû faire un travail, Felipe VI a dû faire un travail de nettoyage complet, même au sein de sa famille, et a lui-même restauré l'unité. Donc aujourd'hui, on dit que les Espagnols sont des philippistes. Et pourtant, quand on regarde les sondages, qui fluctuent en fonction des événements,
eh bien, républicains comme espagnols, monarchistes, s'opposent et il n'y a jamais véritablement une unanimité en termes de pourcentage qui permet à un des deux de pouvoir sortir du lot. Alors le prochain règne qui s'annonce sera celui de l'infante Léonore, qui va donc très jolie petite infante. Et oui, qui tient très bien en cérémonie, nous avons vu ça. Absolument, et qui fait merveille. Elle a fait un service militaire des plus exceptionnels dans la marine, l'armée de terre, l'aviation. Elle est sur tous les corps. Et elle s'apprête à succéder à son père dans une très très grosse popularité. Aujourd'hui, 6 à 7 Espagnols sur 10 plébiscitent l'infante Léonore comme reine d'Espagne, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 80-90, où il y avait une forte résistance à l'accession d'une femme sur le trône d'Espagne, en raison de ce qu'avait laissé comme héritage Isabelle II. Et cette particularité espagnole nous démontre quoi? Eh bien, elle nous démontre finalement que la monarchie, malgré tout ce qu'on pourra en dire, reste une institution qui est stable, qui est un symbole de continuité, de vision dans le futur et qui incarne absolument toute l'histoire et les traditions du pays sur lequel son roi gouverne. Un exemple qui est à suivre et qui commence à faire recette dans d'autres pays sous diverses nominations. Alors, maintenant, passons à l'Est de l'Europe. Alors l'Est, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, parce que l'Est, bien des pays de l'Europe de l'Est ont vu leur monarchie tomber après 1945, dans des conditions parfois différentes les unes des autres, mais tous avec un point égal, c'est-à-dire l'arrivée des communistes sur leur sol au motif de la libération du joug nazi ou de dictature quelconque, et des communistes qui naturellement se sont imposés par des référendums truqués. Quand l'Europe d'ailleurs n'a pas sacrifié des monarchies au détriment d'une autre. Par exemple, on parlait de la Serbie tout à l'heure, c'est un fait qui est acquis. On sait très bien que Winston Churchill, par exemple, a sacrifié la monarchie du roi Pierre II au profit de la Grèce pour pouvoir stopper les avancées de Staline et laisser la Yougoslavie sous le joug du futur maréchal Tito. Pour ce qui est d'un pays plus emblématique, c'est la Roumanie. Et la Roumanie, elle fait figure d'exception et elle fait même des jaloux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsqu'en 1945 les Russes débarquent en Roumanie, le roi Michel s'est débarrassé de la dictature qui est dirigée par le maréchal Antonescu. C'est un jeune roi, il est très populaire. Il a mis fin à toute la négativité qu'il pouvait y avoir autour d'une monarchie qui a été mise sur le trône, enfin d'une dynastie qui a été mise sur le trône au XIXe siècle. Je vous rappelle que ce sont des Hohenzollern-Sigmaringen de base, une branche de la maison impériale de Prusse qui accède en 1866 à la tête de la principauté de Roumanie, puis après au royaume de Roumanie dans ce qu'il était, avec deux premiers rois qui ne parlent absolument pas du tout un mot de roumain. Il faudra donc attendre l'avènement du roi Carol II par le biais d'un coup d'État pour que les Roumains aient véritablement un roi qui leur ressemble. Et enfin, Michel Ier, qui lui se débarrasse donc de cette dictature et réimpose la démocratie. Quand les communistes arrivent, ils vont s'accommoder du roi Michel, mais pour autant lui imposent un gouvernement qui est entièrement constitué de gens issus du Parti communiste et du PNTCD, qui est le Parti national paysan, qui est plutôt nationaliste. Alors, le roi fait preuve de résistance, même s'il a été décoré par Staline, c'est d'ailleurs un des seuls qui a été décoré par Staline. Il ne veut pas des communistes, il en a ras-le-bol. Il a en face de lui un Premier ministre qui est Petru Groza, qui est a priori le symbole même d'un parvenu grossier qui vient se présenter devant le roi en haute forme avec un cigare à la bouche, comme si c'était lui qui gouvernait, force le roi à signer des documents qu'il ne veut pas, et au bout d'un moment, Moscou décide de se débarrasser de cette monarchie qui incarne un petit peu trop la Roumanie et pas assez le soviétisme tel que Joseph Staline aimerait l'avoir. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout va se jouer au Palais Royal, où tout d'un coup, un beau matin, Michel Ier se réveille et voit qu'il y a des chars positionnés autour du palais, canons pointés vers lui. Il se demande ce qu'il a, et le Premier ministre arrive et lui explique
techniquement que, eh bien, il a le choix. Voilà, 200 étudiants royalistes ont été arrêtés la veille. Ils seront donc passés par les armes. Si le roi décide de ne pas abdiquer, et s'il résiste encore, eh bien, les soviétiques n'hésiteront pas à taper dans le palais à coups de canon. Alors, il y a aussi une petite histoire qui raconte que le Premier ministre roumain aurait forcé la main du roi Michel en menaçant de mort la mère du roi, qui était Hélène de Grèce. Et comme il était très attaché à sa mère, il aurait été contraint de le faire. Donc il part en exil, et pendant... Voilà, des méthodes donc tout à fait révoltantes, comme d'habitude. Il part en exil pendant les 70 ans de soviétisme que la Roumanie va subir, notamment, hein, vous savez, le plus emblématique reste le régime de Nicolae Ceausescu, l'un des premiers à tomber après la chute du mur de Berlin, et se pose donc la question de la restauration de la monarchie. Aujourd'hui, on sait très bien que Ceausescu est tombé de l'intérieur, hein, c'était une révolution de palais de ses propres membres qui se sont soudainement reconvertis en républicains socialistes post-soviétiques, avec notamment Ion Iliescu qui prend la tête de la Roumanie, et on autorise les partis politiques à se présenter. Eh bien, le premier parti politique qui est autorisé en Roumanie, c'est le PNTCD, donc c'est le parti monarchiste par excellence, et c'est lui qui va mener le bal pendant la première décennie de la restauration de la démocratie en Roumanie, et permettre à la famille royale de commencer à faire son retour. Alors, le roi Michel, il est excessivement populaire. Il faut savoir que les Roumains avaient conservé, bon nombre de Roumains en tout cas avaient conservé des images jaunies du roi, et commencent à les ressortir à partir du moment où les membres de la famille royale commencent à revenir les uns après les autres. Alors ce sera la princesse Margareta pour la première qui débarque, accueillie dans la ferveur, et puis le roi. Et alors, le roi, eh bien, il menace, en tout cas pour la nouvelle république qui s'est installée, c'est un cas menaçant. Et par deux fois, on va lui demander de bien vouloir revenir, de repartir en Suisse là où il réside, puisqu'il est persona non grata. Je vous passe sur les détails, c'est carrément assez épique pour un des voyages. Il est carrément presque arrêté à la sortie de l'aéroport, mitraillette sur sa voiture. Autant dire que les post-communistes avaient une trouille du roi Michel. Et en 1900... Est-ce que c'était à cette époque qu'on en a parlé? Parce qu'on a parlé en France beaucoup du roi Michel. Est-ce que c'était à quelle époque ça se... Alors on est entre 1990 et 1991. Voilà. On est vraiment au début. Absolument. Et beaucoup de magazines, d'ailleurs, bon, le plus célèbre, celui qui en parlait à l'époque, c'était Point de Vue, le magazine spécialisé dans les monarchies, qui vous faisait des reportages sur le retour de tous ces princes dans leurs États, des États qui avaient eu des monarchies défuntes après 1945. Le Monténégro, par exemple, hein, va faire l'objet de forts reportages, puisque les restes du roi Nicolas... Moi, je ne lisais pas Point de Vue du tout, et j'ai entendu parler du roi Michel. Donc oui, parce que ça a dépassé le Point de Vue. Oui, ça a dépassé le Point de Vue, effectivement. Vous aviez des journaux spécialisés, Le Monde en a parlé, par exemple. Mais le véritable retour du roi Michel, c'est à Pâques 1992. Il faut s'imaginer, Bucarest, 1 demi-million de Roumains massés sur la place centrale, accueillant le roi Michel et lui demandant de revenir. Et c'est à partir de ce moment-là que la machine va s'emballer, et que la monarchie va refaire son retour dans le subconscient national, et va devenir un tel enjeu qu'à l'heure d'aujourd'hui, la maison royale de Roumanie est quasiment un État dans l'État, à un tel point qu'on surnomme la Roumanie la République couronnée. Pourquoi? Parce que vous avez toujours des élections, vous avez toujours un président élu, vous avez un gouvernement élu, mais à côté de ça, vous avez une famille royale qui jouit de pouvoirs protocolaires comme si elle était régnante. On a restauré le blason de la famille royale sur le drapeau, pas sur le drapeau, pardon, comme blason officiel de la République. La famille royale s'exprime au Parlement. Le roi Michel l'a fait, la princesse Margareta, sa fille aînée et successeur également. Elle représente la Roumanie à l'étranger. Son mari était, il n'y a pas très longtemps, en Égypte, a été reçu comme s'il était un prince régnant par les autorités locales, l'église copte et même la famille royale, l'ancienne famille royale d'Égypte. C'est un pouvoir dans le pouvoir républicain. Et ce pouvoir-là fait qu'aujourd'hui, l'enjeu monarchique est très prenant en Roumanie. On dit qu'il y a à peu près entre 30 et 35% de Roumains qui seraient prêts
à rappeler le roi, parce que l'État aujourd'hui livre une image d'elle-même qui est assez lamentable. La corruption est partout, à tous les niveaux. La Roumanie est devenue l'objet d'un enjeu géopolitique très fort entre l'Europe et Moscou, qui se dispute son influence. On l'a vu lors de la dernière échéance électorale. Et là-dessus, la famille royale fait très curieusement, elle joue le rôle d'arbitre. C'est-à-dire qu'à chaque élection, c'est le même cirque, c'est-à-dire vous voyez débarquer ministres, députés, maires, ils viennent tous saluer la reine, du moins la gardienne de la couronne, comme si elle était la souveraine en titre de la Roumanie, pour obtenir l'adhésion à leur programme, ou en tout cas leur vote. Il faut savoir qu'aussi en Roumanie, vous avez tous les 15 jours, vous avez une émission qui est consacrée à toutes les activités et à l'histoire de la famille royale. Et ça permet de maintenir le lien entre une population qui est désireuse de retrouver ses traditions et de les conserver, et une république qui entend jouer avec ça pour pouvoir perdurer. C'est tout le paradoxe et tout le contraste de peut-être de ce que est la Roumanie, dont la maison royale jouit d'un prestige et d'un accord que bien des prétendants actuels autour de la Roumanie pourraient lui envier. Alors il faut savoir, pour la petite histoire quand même, que le Monténégro a exactement la même chose, c'est-à-dire que le prince Nicolas Petrovitch Negoche, qui est le prétendant à la couronne également, bénéficie d'un traitement de faveur égal par la jeune république du Monténégro, et qu'en Serbie, le prince Alexandre aimerait également beaucoup avoir ce statut, sachant qu'en Serbie, il y a aussi, alors là on est même mieux parce qu'on a une représentation monarchique au Parlement, avec un prince et un fils héritier, son fils cadet, le prince Philippe, qui est très très actif sur les réseaux sociaux et sur le terrain politique, et qui maintient aussi cette image. Tout à l'heure, on en parlera avec Alexandre. Donc, alors j'ai vu ce matin qu'en Grèce, bon, qui n'est pas très très loin de la Roumanie, qu'en Grèce, ils ont décidé, ce qui n'a pas, je crois, été fait en France, le Conseil d'État grec vient de reconnaître le droit des membres de l'ex-famille régnante à avoir la nationalité grecque et à porter le nom de Grèce. Absolument, et oui, ça aussi, c'est un long combat qui a débuté à partir du moment où la monarchie a commencé à tressaillir en 1967. On revient dans l'histoire, le fameux putsch des colonels qui met fin quasiment au règne du roi Constantin II, monté sur le trône en 1964, et encore enfant, son fils, un de ses fils, en tout cas le fils aîné, le prince Paul, qui est dans ses langes et qui n'aura pas le temps de régner, en tout cas pas dans les faits. Alors qu'est-ce qui se passe ? Malgré le fait que Constantin II tente un contre-coup d'État, c'est un échec, il est obligé de s'exiler à Rome, puis il va devenir le porte-parole de ce que l'on appelle la démocratie, incarner en tout cas l'autorité légitime face à des colonels dont les photos se multiplient dans la presse, ressemblant plus à des généraux chiliens qu'autre chose, et des généraux qui finissent... les généraux ressemblent toujours aux généraux, vous savez, dans tous les pays, je crois. Et qui finissent par se débarrasser de la monarchie, puisqu'en 1974, elle est définitivement abolie, et le roi d'être contraint à aller à l'exil. Entre Constantin II et la jeune République, une animosité constante. À partir du moment où elle va être restaurée en 1980, se repose la question, de nouveau, du retour de la monarchie. Vous savez, il y a cette fameuse phrase de la reine Frédérica de Hanovre, qui était l'épouse du roi Paul Ier, qui avait dit « les rois reviennent toujours ». Parce que c'est vrai, en Grèce, quels que soient les siècles, quelles que soient les époques, les rois sont toujours revenus, soit par le biais d'un coup d'État, soit par le biais d'un référendum, en l'occurrence la dynastie actuelle, qui porte jusqu'à présent le nom de Schleswig-Holstein-Glücksburg, qui est affiliée à celle qui règne au Danemark, entre autres, est toujours revenu par le biais de référendums, et parfois avec une courte majorité. Alors, moi qui connais quand même très bien ce pays, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui pose problème, et qui posait problème dans tous les pays d'Europe, c'est que les rois étaient étrangers. Et ça, pour un grec, c'est très difficile à supporter. C'est-à-dire
encore la vieille monarchie qu'on trouve dans l'Iliade et l'Odyssée, ça va, parce que ce sont des Grecs, mais Othon, qui a été pourtant un très bon roi, d'ailleurs il y a beaucoup de rues Othon, etc. Et c'est pas une question, c'est pas une appréciation du travail qu'ils ont fait, c'est le fait qu'ils soient distribués en réalité par les monarchies centrales d'Europe ou ouest européenne vers ces pays-là, en fait, de l'Est européen. Ça a souvent été, alors je fais une aparté, mais ça a souvent été le cas au début du XXe siècle, à un moment donné où les grandes puissances se partageaient le gâteau turc, le gâteau ottoman, et avaient décidé qu'il valait mieux mettre des princes qui étaient européens, régnant sur des peuples qui ne l'étaient peut-être pas fondamentalement, en tout cas qui n'avaient pas la même culture que l'Europe du Sud ou que l'Europe du Nord. L'Albanie, ça a été ça. Le premier roi d'Albanie avant Zog Ier, ça a été Willem de Wied, qui était un Allemand. Et pourtant, on avait pensé à un Bonaparte aussi sur l'Albanie. Chose peu connue. Bon, la Grèce n'en a pas fait exception. Vous parliez d'Othon, qui était un Allemand. On a finalement été chercher un Danois, après avoir écarté plusieurs prétendants, dont un prince de France. Puisque on avait songé à un moment donné, de mémoire, au début du milieu du 19e siècle, au duc de Nemours, qui était le fils de Louis-Philippe Ier. On aurait pu avoir une dynastie française, qui n'a pas d'ailleurs empêché la France d'exercer une forte influence sur la Grèce, se la disputant avec l'Angleterre et la Russie. Alors ce prince danois, qui est Georges Ier et qui monte sur le trône après que Othon de Bavière ait été renversé, va véritablement s'approprier tout le nationalisme grec. Il va en faire lui-même un de ses credos et il va incarner véritablement l'esprit grec dans toute sa splendeur. Mais par contre, comme vous le dites très justement, pour les Grecs, cette dynastie va toujours rester une dynastie danoise qui est étrangère quand même bien ses rois portent par le grec, sont nés en Grèce, elle reste danoise dans les faits. Et cette caricature, parce que ça reste une caricature, aujourd'hui, est toujours encore d'actualité. Ce qui fait que cette animosité entre le roi Constantin et les autorités républicaines s'est traduit aussi également par cela. Quand en 1980, il y a ce fameux référendum qui décide de maintenir la République contre la monarchie, eh bien, le jeu politique local, notamment dominé par le PASOK, qui est le Parti socialiste, va faire du roi Constantin un enjeu et va s'ingénier à tenter d'empêcher le roi de revenir à des moments où il aurait pu rétablir une stabilité d'un pays qui était quand même assez instable. Alors le roi Constantin il va faire un retour assez magistral en 1993, une popularité que personne n'attendait. Il est accueilli partout, reçu partout, y compris par les gouverneurs. Il fait le tour de la Grèce pendant 15 jours avec toute sa famille, tant et si bien que le gouvernement de l'époque prend peur et décide d'expulser le roi, littéralement, sous le simple motif qu'il représente une menace pour la République. Alors quand on sait quand même que c'est un roi qui a tenté de restaurer la démocratie, c'est quand même assez fort de café. Et on va aller même plus loin, puisque le PASOK, le Parti Socialiste, va carrément lui enlever sa citoyenneté, nationaliser tous ses biens, et ne lui laisser strictement rien. Alors ça va être un grand procès, ça va être mis devant la Cour européenne des droits de l'homme, le roi Constantin II va gagner, mais il va falloir quand même attendre une dizaine d'années avant que la famille royale revienne. La question du retour de la monarchie en Grèce, aujourd'hui, elle se pose toujours, mais avec des variantes. Selon les sondages, on dit qu'entre 11 et 20% des Grecs seraient heureux d'avoir de nouveau un monarque. Mais quand vous avez une famille qui est plus people qu'elle n'est prétendante à la couronne, et qui elle-même dit que la monarchie est enterrée et qu'il n'est plus question aujourd'hui de la restaurer, je cite le prince Paul de Grèce actuel, la question de son retour, finalement, pourrait être passée aux oubliettes. Et pourtant, le sujet... On ne peut pas être plus royaliste que le roi, dit le proverbe. C'est exact, je ne le fais pas dire. Et pourtant, le sujet monarchique divise beaucoup, parce que quand le roi Constantin II est décédé, la presse grecque s'est emballée sur le sujet, il y a eu des débats, des discussions, ça a tourné des fois au pugilat verbal sur l'héritage laissé par le roi Constantin, et puis dernièrement... Eh bien, il y a un professeur, plutôt situé à gauche, qui a décidé que, non, ce n'était pas possible. Comme cette famille était étrangère, elle ne pouvait ni se prévaloir de la nationalité grecque,
malgré le fait qu'elle ait régné quand même de nombreuses décennies sur la Grèce, et encore moins porter le nom de Grèce comme... il a perdu. Et ce professeur, effectivement, a perdu, puisque le Conseil et la justice grecque a décidé de trancher en faveur du prince Paul de Grèce, qui retrouve un regain de popularité parmi les Grecs assez étonnant, puisqu'on n'arrête pas de le voir ces derniers temps, lui et son frère, le prince Nicolas, sur le terrain, un petit peu moins ses enfants, qui font plus la une des magazines People qu'autre chose. La Grèce reste véritablement un cas à part, monarchie, je le répète, qui a été sauvée par l'Angleterre, puisqu'elle a elle-même été prise par une guerre civile après la Seconde Guerre mondiale, entre 1944 et 1947, où les nationalistes grecs se sont opposés aux communistes. Winston Churchill a préféré soutenir de plein pied et financièrement. On ne remerciera jamais assez. Voilà. Bon, cher ami, si vous voulez aborder le continent africain, puisque vous m'avez dit que vous souhaitiez l'aborder, c'est le moment, car nous avons un temps limité pour un sujet qui est illimité. Absolument, je pourrais en parler des heures, je suis un véritable passionné de la chose. Alors l'Afrique, c'est un continent qui est à part. Vous avez 3 monarchies à l'heure d'aujourd'hui connues. Vous avez le Maroc, naturellement. Vous avez le Swaziland qui a été rebaptisé Eswatini par le roi Mswati III. Et puis vous avez le Lesotho, qu'on appelle en français le Lesotho, monarchie toute constitutionnelle avec des pouvoirs complètement différents. Et au-delà de ça, dans toute la cinquantaine de pays africains qui existent sur ce continent, vous avez des monarchies qui ont subsisté, des monarchies traditionnelles qui ont été des formidables royaumes, des empires, qui est comparable à ce que l'Europe a pu connaître. Vous aviez les royaumes de la boucle du Niger, comme l'empire du Mali, le royaume du Soso. Un peu plus en Afrique centrale, vous aviez l'empire du Congo, qui a gouverné quasiment une large partie de l'Afrique centrale, de l'Angola au Gabon. Et puis vous en avez d'autres qui ont participé à la lutte pour l'indépendance. Alors on pourra citer toujours le Rwanda par exemple, mais je voudrais m'attarder plutôt sur le cas du Burundi, qui me tient excessivement à cœur, et qui est un pays un petit peu à part, et qui est un pays dont la monarchie n'a vécu que des tragédies. Alors, Burundi, c'est un pays qui est situé dans la région des lacs, que l'on connaît certainement aujourd'hui comme le Rwanda par la tragédie qu'il a traversée dans les années 90 avec le génocide Tutsi Hutu, mais c'est un pays qui a connu une colonisation d'abord allemande, puis après belge à partir de 1916, avant d'être inclus dans ce qu'on appelait le Rwanda-Urundi, donc l'empire du Congo belge. À la tête de ce Burundi, une famille royale, installée dans le pays depuis le XVe siècle, et à l'époque, vous avez un roi qui est constitutionnel, reconnu par les Belges, c'est un membre de l'ethnie Gangwa, c'est une sous-ethnie Tutsi, c'est l'ethnie royale, le roi s'appelle Mwambutsa IV, et il règne constitutionnellement parlant. Les Belges ne font rien sans l'aval du roi, même si théoriquement, il gouverne dans les faits. Alors, la lutte pour l'indépendance, à partir des années 60, va être incarnée par le prince Louis Rwagasore, qui est le fils aîné du roi Mwambutsa IV. C'est lui qui va porter le pays sur le chemin de l'indépendance, qui fait organiser des élections, les premières élections démocratiques, qui lui donnent d'ailleurs la victoire qu'il ne pourra absolument pas du tout profiter, puisqu'en 1961, il est victime d'un assassinat dans un hôtel tiré à bout portant dans le dos par un colon grec. Ça ne s'invente pas. Mais c'est très peu connu cette histoire. Oui, c'est au bord du lac Tanganyika, c'est un véritable... C'est d'ailleurs un complot ourdi à l'intérieur même du palais, puisqu'une des branches de la maison royale du Burundi, en collusion avec les Belges, avait décidé de se débarrasser de ce Premier ministre qui n'était pas assez belge compatible, on va dire ça comme ça. En tout cas, c'est une des nombreuses théories qui a été avancée dans le meurtre de ce prince. Et Mwambutsa IV se retrouve seul à devoir diriger une transition d'un pays qui devient indépendant, dont il est le premier souverain. En 1966, il va se promener en Suisse, il va faire du ski, et là il apprend, depuis sa station de ski, qu'il n'est plus roi. Son fils cadet, le roi Charles Ntare V,
a décidé de se passer de ses services et, avec l'aide de son beau-frère, le capitaine Michel Micombero, de s'emparer du pouvoir et puis de gouverner à sa place. Alors le roi est très très jeune, il ne fera pas long feu. Parce qu'à cette époque-là, eh bien, vous avez déjà des prémices de lutte ethnique entre Tutsis et Hutus qui se font très fortes. L'UPRONA, qui est le parti majoritaire, qui est dirigé par des Tutsis, n'entend absolument pas du tout céder le pouvoir à la majorité Hutu, ça ne l'intéresse pas du tout. Et Michel Micombero, pour sauver tout ça, décide lui-même de se passer du roi, 4 mois plus tard, après le premier coup d'État qu'il a organisé avec le roi Ntare V, et donc force la fuite du roi en exil, s'installe, proclame la République et interdit à la famille royale de revenir. Sauf que Ntare V est un roi jeune, il n'a pas l'intention de rester en exil, pas plus de partager cet exil avec son père qui est à Genève. Il décide donc de rentrer de son propre chef en pensant qu'il va être acclamé par la population et retrouver son trône. Il est vrai que la République a du mal à se maintenir, les massacres se multiplient, Micombero a la réputation d'être un alcoolique notoire, on ne sait pas qui gouverne réellement le pays. L'Afrique, au début des années 60. Le roi va être trahi, il va être littéralement livré à Micombero, mis en résidence surveillée, et en 1972 arrive l'inéluctable, c'est-à-dire qu'un coup d'État, ou du moins ce qui ressemble à un coup d'État Hutu, tente de s'emparer de la capitale de l'époque qui était Bujumbura, et le roi est tiré de sa résidence surveillée et assassiné par des militaires. Son corps n'a, à l'heure actuelle, jamais été retrouvé. Il y a bien eu des fouilles qui ont été faites en 2012, d'ailleurs par la même équipe du professeur Cassiman, celui qui avait découvert, qui avait mis fin avec Philippe Delorme, l'historien Philippe Delorme, au mystère Louis XVII. Ils ne sont jamais arrivés à trouver les restes. C'est un mystère qui demeure insoluble, mais le monarchisme reste très ancré dans le subconscient national, malgré le fait qu'il y ait une république. Et tant et si bien que lorsque on décide dans les années 90 de rétablir le multipartisme, eh bien les partis monarchiques, le parti monarchique en tout cas du Burundi, fait sa réapparition et s'impose comme une force politique de premier choix. Elle va même participer à une élection présidentielle en 93, obtient la seconde place. C'est assez incroyable. Bien sûr, elle n'obtiendra pas le strapontin suprême, puisque les partisans de la République font en sorte de le conserver, mais ils sont inclus au sein du gouvernement. Ça reste une force politique capable de négocier avec une famille royale qui est très présente, qui est revenue, qui a 2 prétendantes. Pour le coup, ce sont des femmes, la plus connue étant la princesse Esther Kamatari, premier mannequin noir de France, pour la petite histoire. Et qui elle est en France ou elle est au Burundi alors ? Elle a vécu en exil en France, et d'ailleurs elle vit toujours entre France et Burundi à l'heure actuelle. Future égérie de Guerlain, pour ne citer d'elle, qui a participé à une élection présidentielle, elle n'a pas été élue, comme on le sait, mais le sujet monarchique va être l'objet d'une intense négociation entre différents partis pour avoir leur voix. Alors on peut penser que ça ne représente strictement rien sur le champ politique tant ils sont peut-être minoritaires, mais politiquement parlant, ils représentent véritablement un poids. Tant et si bien, et c'est là où je veux en venir, que le Burundi a une exception, c'est que dans sa nouvelle constitution de 2018, à un moment donné où le pouvoir était incarné par Pierre Nkurunziza, qui est un Hutu très nostalgique de la monarchie, qui a rétabli quasiment l'ancien emblème royal, avec la devise de la monarchie, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le mausolée du prince Louis Rwagasore, que la République honore tous les ans d'ailleurs, à grands coups de festivités, de fleurs, etc. Et dans cette constitution, eh bien, il y a l'article 5. Et que dit cet article 5 ? Eh bien, cet article 5 il dit que si jamais les Burundais le souhaitent, par le biais d'un référendum, la monarchie peut revenir de plein droit dans les institutions et gouverner à nouveau le pays. Autant vous dire que j'aimerais particulièrement que cet article soit présent dans notre propre constitution française. Alors justement, dans les quelques minutes qui nous restent, parce que nous avons nos invités suivants qui nous parleront aussi, et dans quelques minutes qui nous restent, j'aimerais qu'on évoque précisément ce dont nous avons parlé avant l'émission lorsque nous nous sommes téléphonés, et qui est le couple, je dirais, hostilité des relations entre la République et la monarchie en France spécifiquement, et
le fait que vous ayez constaté que en France, comme ailleurs, on a parfois besoin des princes. Et oui, et c'est ça qui est tout le paradoxe français, c'est-à-dire qu'on les exile, mais on aime bien les appeler quand on a besoin d'eux. Vous savez, les familles royales, ça a un avantage, c'est que, eh bien, ils se connaissent tous, ils ont une très forte capacité diplomatique, et quand la République n'a pas la possibilité de pouvoir négocier, elle fait appel à ces familles royales. Alors, sous la Troisième République, par exemple, c'est assez marrant, mais Jean d'Orléans, qui était le duc de Guise de l'époque, prétendant à la couronne de France, avait été sollicité par la Troisième République pour aller mener des négociations avec son cousin en Bulgarie, le roi Ferdinand, afin que celui-ci rallie les pays de l'entente et se détourne de l'Allemagne. Alors bon, ce sera un échec, mais c'est intéressant. Une fois l'affaire faite, on avait dit à Jean, vous êtes bien gentil, mais retournez en exil, on n'a plus besoin de vous. Plus récemment, on peut parler des relations entre le général de Gaulle et le comte de Paris, Henri d'Orléans, qui a été souvent sollicité pour ses connaissances sur l'Afrique du Nord, notamment dans le dossier marocain et le dossier de l'Algérie française. Un comte de Paris dont de Gaulle a, semble-t-il, pensé, songé à faire un héritier dans les années 60. La preuve en est que l'Express de 1963 avait titré en page principale le comte de Paris héritier de Gaulle. Bon, finalement, l'histoire ne se fera pas. Il avait pensé restaurer la monarchie. Il avait pensé restaurer la monarchie. Oui. Alors, malgré ce que l'on pourrait en penser, vous savez, on ressort beaucoup parce que vous avez De Gaulle, vous avez l'homme, vous avez l'officier militaire, vous avez le héros de la Libération, puis le fondateur de la Ve République, et vous avez aussi toute la légende qu'on a construite autour de Gaulle, quitte à le mythifier et en faire plus un dieu qu'il ne l'a été. En tout cas dans ce que l'histoire a pu le juger. Il a voulu restaurer la monarchie, c'est vrai. On lui a prêté une phrase qui disait « Et pourquoi pas la reine des Gitans pendant qu'on y est » quand on lui a posé la question. Alors il ne l'a jamais dit. Ce n'est pas lui qui l'a dit, c'était le ministre Perfit de l'époque, qui était un anti-Orléans primaire de base, qui ne voulait absolument pas du tout entendre parler ni du comte de Paris, ni de la monarchie, pas plus d'ailleurs qu'on avait voulu à l'époque aussi entendre parler d'un retour d'un Bonaparte ou d'un Napoléon à la tête de l'État. Pour la petite anecdote, et vraiment j'insiste là-dessus, en 1958, ce n'est pas forcément De Gaulle qui est choisi le premier par les officiers d'Algérie française pour mener cette fin de 4e République, c'est le prince Napoléon qu'on est venu solliciter d'abord. Louis-Napoléon, qui était un héros de la résistance, avec son cousin le prince Joachim Murat, qui était mort au combat en 1944 face à une compagnie de SS. On le sollicite, lui a une réponse typique de ce que peut être la personnification Bonaparte par excellence. Il a dit oui, je veux bien revenir, mais à condition qu'il y ait un référendum et que l'on me plébiscite pour que je revienne. Les circonstances ne pouvaient pas forcément mettre en place ce référendum. De Gaulle est arrivé, puis après il a mené la République, du moins il a insufflé à la République une profondeur monarchique qu'on lui reproche à l'heure actuelle. Tout a été fait. Oui, qui n'est plus adapté au gouvernement actuel, malheureusement. Absolument. Il y avait véritablement cette conscience nationale chez De Gaulle qu'on ne pourra pas lui enlever, ce respect de l'histoire qu'il avait et dont il était très imprégné. La constitution de la Ve République, elle emprunte beaucoup aussi à la charte de 1814, qui a été imposée par Louis XVIII, dans un esprit de réconciliation et qui introduit le parlementarisme tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et tout était fait pour que cette constitution amène aussi à un moment donné un roi à la France. C'était le projet, en tout cas, de ce que le comte de Paris en a raconté dans ses mémoires, c'est-à-dire qu'il succède à De Gaulle, qu'il fasse un septennat, et puis que, fort d'un bilan honorable, il pose la question par référendum aux Français, souhaitez-vous le retour de la monarchie? Naturellement, ça ne s'est jamais fait, on sait ce qui s'est passé. En 1965, De Gaulle a été élu au suffrage universel, le premier de l'histoire de la Ve République, et le comte de Paris. Et en ballottage. Il n'aurait pas été choisi comme prince, absolument. Avec un plébiscite à 90% comme le rêvaient les Bonaparte. C'est exact. Et le comte de Paris de repartir dans sa résidence du cœur volant. Plus encore récemment, on a fait appel... Le roi. Oui. On a fait appel aussi, Emmanuel Macron a fait appel à Jean d'Orléans, l'actuel prétendant au trône de France, lorsque on a eu quelques bisbilles avec l'Italie, notamment avec Salvini, qui s'est un peu emporté contre la France et le président actuel.
Et on a profité du 500e anniversaire de Leonardo da Vinci pour tenter une réconciliation, et c'est Jean d'Orléans qui a proposé ses services et qui a été retenu pour mener à bien tout cela. D'ailleurs, on peut le voir, puisque lorsque Emmanuel Macron arrive à Amboise avec le président Mattarella, eh bien, il y a le comte de Paris, il y a son fils, le dauphin de France, le prince Gaston, qui est là avec une cohorte de... ne l'allez pas trop vite, dauphin de France, il y en a plusieurs qui voudraient... Oui, c'est vrai, vous avez 3 prétendants techniquement au trône de France à l'heure actuelle. Mais on ne va pas là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps. Absolument. Mais en tout cas, pour ses partisans, c'est le dauphin. Et puis, c'est en 2019, le comte de Paris d'ailleurs l'a lui-même dit dans la presse, puisqu'il a été interrogé sur le sujet, c'est comme ça qu'on en a la certitude, qu'Emmanuel Macron a fait appel à ses services. La République est quand même très très peu reconnaissante, parce que, pour l'anecdote, il suffit de regarder un petit peu, de faire des comparaisons d'images. Vous avez les drapeaux fleur-de-lysée qui sont en haut des mâts du château d'Amboise. Et pour cette journée où Emmanuel Macron est arrivé avec le président italien, eh bien, ces fameux drapeaux ont disparu du mât pour être remplacés par des drapeaux français, italiens et européens. Ça c'est mesquin. Voilà, c'est une petite mesquinerie républicaine. Bon, mon cher ami, merci pour ce tour du monde. Vous pouvez bien sûr rester avec nous, mais nous allons donc aller dans un endroit assez particulier qui est le Japon. Nous avons un petit bobino à écouter, puis j'ai quelques messages aussi auxquels je devrais répondre. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Tu feras le petit exposé. Je te dirai alors, et pour le Japon. Donc, nous allons donc passer avec ma deuxième invitée, Yoko Kaneko, au cas du Japon, qui est un cas assez particulier. Et auparavant, je vais regarder les questions je suis contente parce que les questions reviennent, elles ne venaient plus à cette heure-là de la journée, puisque nous avons fait un sondage et nous avons vu que les auditeurs préféraient tôt le matin ou tard le soir. Mais bon, c'est très gentil de prendre sur leur temps de café pour écouter l'émission, et donc il faut que je leur réponde. Alors pour le trône de Grèce, au lieu d'aller chercher des Germaniques ou des Scandinaves ou des Français, pourquoi n'a-t-on pas attribué d'office ce trône à un descendant de la famille royale de Byzance? Il en existe encore, voilà. Par exemple Yves Mourouzi, oui, il n'est plus de ce monde, le pauvre Yves Mourouzi. Alors, dans la guerre récente entre Hutus et Tutsis, on dit que les Tutsis étaient de caste aristocratique. S'il y a des nobles, c'est donc qu'il y avait un roi. Serait-ce ce monarque dont parle actuellement Frédéric de Natal à propos du roi du Burundi? Y a-t-il un lien entre la caste et la royauté? Voilà. Ensuite, alors ça concerne la Serbie, donc je le garde pour tout à l'heure. C'est un long message qui concerne la Serbie. Donc, nous allons, sauf si vous avez juste quelque chose à ajouter, Frédéric, sinon nous allons vous remercier et passer au Japon, et vous restez si vous voulez pour la suite de l'émission. Je vais juste répondre aux 2 questions très très rapidement. Oui. Pour la Grèce, il faut savoir effectivement qu'au XIXe siècle, il y a eu un choix qui a été fait. En tout cas, il y a eu des princes, des héritiers de la maison impériale de l'Empire romain d'Orient, qui ont été sollicités. Ça ne s'est pas fait, donc on a préféré choisir un Européen parmi tous les prétendants. Ça, c'est pour la petite anecdote. Et pour la deuxième question concernant le Burundi, je réponds effectivement. Les Tutsis ont toujours été considérés comme étant la caste royale. Le roi Mwambutsa IV était issu de cette ethnie Tutsi, en tout cas une lignée qu'on appelle les Gangwa. Et à l'heure actuelle, la maison royale est effectivement d'obédience Tutsi pour être très ethniquement correcte. Merci. D'ailleurs, la nature est très injuste, car les Tutsis sont magnifiques, ils sont grands, ils sont minces, ils ont une attitude royale déjà pour la plupart, ceux qu'on a vus, en tout cas au moment du drame qui s'est produit entre Tutsis et Hutus. Merci beaucoup pour avoir répondu à nos auditeurs.
Alors, ma chère Yoko, d'habitude vous êtes là pour parler musique, et là aujourd'hui vous allez parler de votre étrange pays, étrange pour nous, car effectivement il concilie une modernité incontestable, une technologie extraordinaire, avec l'attachement à son empereur. Alors, on va être très intéressés par ce cas, si vous pouvez nous en donner la quintessence. Oui, nous allons très très loin parce que la monarchie japonaise a 2600 ans d'histoire. Oh, nous sommes battus, c'est dégoûtant. Remontons au 7e siècle avant notre ère, et la lignée d'une même famille des empereurs, on dit Tenno au japonais, a perduré et perdure encore sans interruption. L'empereur actuel Naruhito est le 126e Tenno du Japon. Après, alors Tenno, ça s'écrit T-E-N-O pour nous. T-E-N-N-O. N-N-O, d'accord. Tenno. Et ça veut dire l'empereur. D'accord. Oui. Bon. Voilà, donc il y avait donc une abdication de son père, âgé déjà de 80 ans en 2019. Et sauf cette abdication à titre exceptionnel, conformément aux règles un empereur règne et doit travailler jusqu'au jour de son décès. Et chaque changement d'empereur, c'est-à-dire dès le lendemain, est associé à une nouvelle ère. Un découpage chronologique qui a plus d'importance dans la tradition japonaise que le découpage propre à la civilisation chrétienne. Et nous sommes donc au Japon actuellement en 8e année de l'ère Reiwa. Avant c'était Heisei, et Heisei depuis 1989. Avant c'était Showa depuis 1926, etc. Voilà. C'est ça, vous changez d'air quand vous changez d'empereur. Voilà, c'est toujours utilisé dans l'état civil, dans les documents officiels. Donc, moi, qui vis en France depuis plus de 30 ans, parfois je suis vraiment perdu. Oui, vous savez plus, oui. Voilà, maintenant je vais parler d'origine et son histoire. La civilisation japonaise est basée sur le shintoïsme et également sur le bouddhisme arrivé par la Chine et la Corée plus tardivement vers le 6e siècle. Le shintoïsme est une religion basée sur le polythéisme et la sacralisation de la nature. Et donc chez nous, on parle par exemple, 8 millions de dieux. Combien 8 millions. Ah d'accord. Ouais, c'est une image. Hein. On dit Yao Yorozu no Kami, voilà, il y a des dieux partout. Et par ailleurs, on compte plus de 80 000 sanctuaires shinto dans le pays. Alors maintenant, c'est plein de Français qui voyagent. Alors le shintoïsme est très écologique en fait. Il s'intéresse à chaque parcelle de la nature, voilà, à une fourmi, à une... Voilà, si vous voulez. Alors, maintenant, je vais parler de quelque chose historique. Selon le Kojiki, publié en 713, le plus ancien ouvrage de Japon relatant la genèse de l'archipel japonais, le dieu qui s'appelle Izanami no Mikoto et la déesse Izanagi no Miko sont descendus du ciel et ont créé les îles du Japon. Et également, d'après le Kojiki, la 5e génération de la déesse Amaterasu, il s'agit de la fille de Izanagi, et cette déesse est la plus importante au Japon en tant que déesse, qui règne sur le soleil et l'univers. Et donc sa 5e enfant de Amaterasu, puis le premier empereur de l'histoire du Japon, et il s'agit de l'empereur Jimmu. C'était 660 ans avant notre ère. Et il aurait vécu jusqu'à l'âge de 127 ans. Bon, une petite parenthèse, parce que, sachant que ces récits ont été écrits plus de 1300 ans après. Est-ce que le Kojiki, il existe toujours comme, bien sûr. livre sacré, en fait? Bien sûr. Donc, Kojiki a été publié en 713, mais il parle des faits historiques de 1300 ans avant. D'accord. Mais depuis, donc officiellement, la lignée de Tenno, l'empereur japonais, n'a jamais été interrompue jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, on va plus loin, on parle du XXe siècle. Attendez, je vois qu'il y en a un qui a vécu jusqu'à l'âge de 127 ans. Oui, c'est celui dont tu viens de parler à l'instant. Voilà, le premier empereur. Voilà, étonnant. Alors,
maintenant, Tenno a été associé à l'ultranationalisme pendant la Deuxième Guerre mondiale, considéré comme descendant des dieux. D'après des témoignages de mes parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, le peuple japonais ne l'ont jamais vu ni entendu sa voix jusqu'au jour de la édition du 15 août 1945, 10 jours après les bombes atomiques larguées à Hiroshima et à Nagasaki, faisant environ 210 000 morts. Et c'est là que l'empereur Hirohito a annoncé à la radio la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et cela fut... Ils l'ont vu, mais ils l'ont vu bien défait. Hein. Il n'était pas en très grande forme. Non, mais il était très classe quand même. Oui. Il était prêt à assumer toute la responsabilité. Mais voilà, bon, la suite, je vais parler. Et cela fut un effondrement d'une époque ultranationalisme et coloniale, un total bouleversement des valeurs des Japonais. Au début de l'année 1946, l'empereur Hirohito a déclaré qu'il était un homme et que la divinité qui lui a été attribuée n'était pas réelle. Et vu l'importance de la place qu'occupe l'empereur dans l'esprit du peuple japonais, les Américains ne l'ont jamais jugé comme un criminel de guerre et avaient proposé aux Japonais la constitution actuelle en cours de nos jours, qui considère l'empereur comme symbole de la nation, mais qui ne dispose pas de pouvoir politique ni de droit d'exprimer ses opinions. Et vous connaissez la suite du Japon, devenu un pays démocratique, industriel et ultramoderne et libéral. Alors, je vais vous parler de l'actuelle famille impériale. L'empereur actuel s'appelle Naruhito et sa femme, l'impératrice, s'appelle Masako. Ils ont une fille unique. Il s'agit de la princesse Aiko, âgée de 24 ans. Ils sont extrêmement populaires au Japon et ils accompagnent le peuple japonais dans toutes les circonstances en multipliant les visites, les déplacements dans les régions sinistrées par la guerre ou par des catastrophes naturelles. Et ce qui est extraordinaire, ils sont tous musiciens. Ils pratiquent également la musique. L'empereur joue magnifiquement de l'alto. On a eu l'occasion de l'écouter lors d'une cérémonie et durant sa visite récente en Mongolie. La princesse Aiko pratique le violoncelle. Et actuellement, il y a un problème et ajustement en attente. Le problème majeur de la monarchie japonaise est la question de pérennisation par rapport au nombre de femmes largement supérieur à celui des hommes. Car selon la loi de la maison impériale, rédigée en 1989, une femme ne peut pas accéder au titre d'empereur, impératrice, et doit renoncer au titre de noblesse si elle se marie à un hauturier. Depuis quelques jours, les débats sont ouverts au Parlement japonais afin de modifier cette loi. D'après les sondages, une très grande majorité des Japonais sont favorables pour qu'une femme puisse accéder au titre d'empereur. Cependant, au nom de la tradition de 3 millénaires, les conservateurs, c'est-à-dire la majorité de la nouvelle Premier ministre, n'entendent pas pour le moment cette possibilité et souhaitent opter pour l'adoption de jeunes hommes des anciennes familles impériales pour rassurer le nombre d'héritiers masculins. Voilà. Décidément, merci beaucoup Yoko. Décidément, on retrouve ces problèmes, que ce soit chez les Bourbons ou que ce soit chez les et que ce soit au Japon, c'est-à-dire voilà, est-ce que qui va succéder? C'est pas toujours évident, soit pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, soit pour des raisons tout simplement de loi, hein, la loi salique que nous connaissons bien en France, et qui fait que les femmes sont exclues de certains pouvoirs. Est-ce que cela confirme, mon cher Frédéric, vos connaissances sur le Japon? Oui, tout à fait. Effectivement, la problématique de la succession au trône est assez importante et dure depuis un petit moment maintenant, qui a été mis temporairement en suspens avec la naissance du prince Hisaito
au Japon, lequel, mais malheureusement, à 19 ans, aura la lourde charge de devoir faire un héritier pour que ce soit conservé, en tout cas que la lignée soit conservée en ligne de primogéniture masculine. Plusieurs propositions ont été faites d'ailleurs aux gouvernements qui se sont succédés, à savoir réintégrer des branches qui avaient été exclues par la Constitution de 1947 et qui ne sont plus dynastes. Et voilà. À l'heure actuelle, et c'est vrai, le gouvernement conservateur n'entend absolument pas du tout, en dépit du fait que les Japonais sont aujourd'hui effectivement majoritaires dans le fait de laisser une femme monter sur le trône. La princesse Aiko est très populaire, elle représente déjà le gouvernement à l'étranger. Le prince Hisaito est scruté par toute la presse et protégé par ses parents, qui ne veulent surtout pas qu'il ait trop de pression. Et paradoxalement, les conservateurs, eux, ne bougeront pas de leur lignée. Il faut voir. La première ministre. Donc vous confirmez en fait les propos de. Ah ouais, totalement. Oui, c'est ça. Je suis désolé de vous interrompre. Non, il n'y a pas de souci. souci. On ait le temps de parler de la Serbie. C'est très difficile finalement de faire attention à ce que tout le monde puisse parler, et aussi à laisser un petit peu de place pour les questions. Alors, est-ce que, mon cher Alexandre, as-tu vu la question qui était posée par l'auditeur? En fait, oui, la personne ne posait pas la question. Enfin, elle avait juste parlé de la Serbie. En fait, oui, la Serbie était, comme beaucoup d'autres pays, victime de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire le roi Alexandre qui a été assassiné donc par un terroriste croate en 1934 à Marseille. Donc son fils étant mineur, donc c'est son cousin donc Paul qui était régent après sa mort, et il a commis une erreur politique historique. Il a rencontré au mois de mars 1941 Hitler pour allier la Serbie à l'Axe. Et il n'a pas été le seul, n'est-ce pas? Et ils ont même signé le 27 mars 1941, donc ça. Sauf que Serbie est un pays traditionnellement pas très attaché à l'Allemagne, et il faut se souvenir comme que la Serbie était avec l'Alliance à la Première Guerre mondiale, avec les Français, les Anglais, etc. Donc les généraux serbes ont fait un coup d'État, et donc c'est pour ça que Hitler a bombardé Belgrade aussitôt après, le jour de Pâques, le 6 avril 1941. Et donc le roi donc était envoyé en exil. Et voilà, le problème, en fait, le roi, enfin la régent était envoyé donc en exil. Et donc du coup, en effet, comme on connaît la Deuxième Guerre mondiale, c'est le coup de pouvoir communiste de Tito qui est arrivé après la guerre au pouvoir. Ils ont interdit le roi de revenir. Donc le roi actuel, donc Alexandre, donc qui est le petit-fils d'Alexandre de Yougoslavie, qui a été assassiné à Marseille, est toujours là. Mais il n'a pas de pouvoir politique. Il se trouve que la fille du régent, Elisabeth, princesse Elisabeth, elle a même candidaté aux élections en 2003 ou 2004, quelque chose comme ça. Et elle n'a pas gagné, mais néanmoins, elle est arrivée quand même 6e sur 15 candidats. Son cousin, roi Alexandre, est très furieux qu'elle fasse ça, parce qu'il voulait justement que ce soit la ligne masculine qui soit préservée. Bon, pour le moment, personne n'est roi dedans, ni elle, ni lui. C'est une république, mais le roi a un rôle quand même important, un peu, comme on avait vu la consultatif et tout ça. Et la princesse Elisabeth, j'ai regardé l'autre jour une émission sur elle, qui a cette année 90 ans, qui est une femme ravissante, à 90 ans, très belle, très intelligente, très sobre, très retenue dans ses propos. Elle est écrivain, elle a publié plusieurs livres pour les enfants. Elle travaille beaucoup dans le caritatif et des choses comme ça. Donc en effet, voilà, c'est une personnalité. Enfin, alors justement, tout à l'heure, notre invité parlait de certains rois qui ne voulaient pas forcément, je pense que ça concernait la Grèce, qui ne voulaient pas être considérés comme au-dessus des autres. Justement, l'autre jour, j'écoutais cette émission, la princesse Elisabeth, qui dit, écoutez, moi, je ne veux absolument pas que je sois considéré comme quelqu'un au-dessus des autres. Je suis un être humain comme les autres. Je refuse d'être considéré. Elle va tous les jours, à ses 90 ans, elle vit à Belgrade, elle va tous les jours au marché.
Et d'ailleurs, à l'interview, à la personne qui l'interviewait, elle dit, écoutez, est-ce que vous négociez le prix? Comme tous les Orientaux, il dit, écoutez, évidemment, oui, je négocie le prix avec les marchands. Et de temps en temps, certains marchands sont très honorés que je sois leur client, donc du coup, ils m'offrent certaines choses, etc. Mais en tout cas, je refuse absolument qu'on considère que je sois quelqu'un de supérieur aux autres. Je suis comme tout le monde. Oh, c'est pas drôle. Bon, alors, est-ce que nous avons le temps d'écouter la musique qui était prévue? Alors, pendant que vous mettez en route la musique, juste une question d'un auditeur. Oui. Pourquoi le nom Ito revient pour les noms d'empereurs? Ito ne signifie pas homme, avec un idéogramme qu'on retrouve en chinois, une sorte de gros accent circonflexe? Non, c'est par hasard, c'était le choix de l'idéogramme, voilà. Alors, nous allons entendre un petit bout de la symphonie héroïque de Beethoven. Comme tout le monde se souvient, il avait dédié à Napoléon et puis il avait déchiré la dédicace parce que Napoléon s'est fait couronner et Hitler rêvait quand même que quelqu'un qui ne va pas être souverain, qui ne va pas être un monarque, qui voulait une république. Donc, heureusement, il n'a pas déchiré tout le reste de la partition, il a juste déchiré la dédicace. Et vous allez entendre cette musique tout à fait impériale et comme Beethoven est tumultueuse, impériale et magnifique. Et puisqu'on parle de la musique, permettez-moi d'annoncer le dernier concert de notre saison musicale à la Colline Saint-Serge, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Radio Courtoisie qui seront dans nos concerts. Donc le dimanche 10 mai à 16h, donc nous allons à un concert que Yoko lui a donné un titre, Belle saison, belle époque. Parce qu'en effet, on est en belle saison et il y aura des œuvres qui sont de fin 19e, depuis 20e siècle, de belle époque, qui sont jouées. Ah, belle saison, belle époque. Voilà, on a besoin de rêver un peu. Bravo. Donc, du coup, il y aura du chausson, il y aura d'autres compositeurs français, Schmitt, etc. Certains compositeurs. Donc, c'est pas ce dimanche-là, c'est l'autre. C'est le dimanche 10 mai. Et il y aura une compositrice qui, au dépit de son nom, Rita Stroll,
française quand même, une compositrice, parce qu'on parlait tout à l'heure des femmes qui ne peuvent pas devenir impératrices, et puis il y a des femmes qui ne pourraient pas devenir compositrices, et puis certaines œuvres de Fanny Mendelssohn étaient carrément attribuées à son frère Félix, Mendelssohn. Voilà, comme ça. Pour certains peintres, non, mais comme ça, c'est pas compliqué. L'imprimeur n'est pas obligé de changer. Vous voyez, sur le titre, comme ça, c'est marqué Félix, puis c'est bon. Bon. Et donc là, on a une femme compositrice, Rita Stroll, donc, qui va être jouée par un duo, le violoncelliste Éric Maria Couturier, qui est un grand violoncelliste, membre de l'ensemble contemporain, et une jeune pianiste japonaise, Honoka Kobayashi. Donc voilà, 10 mai, à la Colline Saint-Serge, 16h, le concert Belle Saison, Belle Époque. Voilà, pour notre invité Frédéric de Natal, qui a fait la gentillesse de rester jusqu'au bout. Est-ce que vous connaissez la Colline Saint-Serge? Pas du tout. Non. Alors non, voilà. Écoutez, vous tapez sur votre moteur de recherche le 10 mai, Colline Saint-Serge et vous allez avoir... C'est donc près des Buttes-Chaumont, et c'est un monument qui en soi déjà est très intéressant, voilà, et en plus, Alexandre est donc le maître de chapelle de l'endroit. Voilà, et nous venons en fait d'être reconnus monument historique. Donc voilà. Colline Saint-Serge n'est plus seulement le centre névralgique de l'orthodoxie russe à l'Occident et à Paris, mais également un patrimoine de la ville de Paris, patrimoine du 10e arrondissement, et désormais nous sommes monuments historiques. Donc venez nous voir. Toutes les raisons de et venir. Puis, ceux qui sont les monarques de François Mitterrand, ils peuvent fêter le 10 mai 1981, où François II était élu président de la République. Écoutez, on a tout un tas de monarques différents. Excellent, il faut faire des petits tracts, des petits flyers. Voilà, écoutez. Vous pouvez en distribuer au Buttes-Chaumont, qui sont juste à côté. Écoutez, venez fêter François II, quoi. Et François Mitterrand, pour l'anecdote, qui était très proche de la Serbie, notamment sa femme, qui était amie avec Vuk Drašković, qui était le leader des monarchistes serbes. Exactement, parce que vous savez pourquoi? Parce que François Mitterrand, quand il a passé, peu de temps qu'il a passé dans le camp, en Allemagne, il a rencontré les Serbes, et comme vous savez, les Serbes sont un peuple guerrier, un peuple insoumis qui ne se laisse jamais soumettre par qui que ce soit. Et François Mitterrand a admiré en fait les prisonniers serbes qui étaient avec lui dans le camp, et il a conservé jusqu'à la fin de sa vie une admiration pour les Serbes, et notamment pendant la guerre dans les Balkans, en fait, c'est lui qui a, entre autres, fait certains veto pour qu'on bombarde pas les Serbes comme ça. Donc François Mitterrand était un grand admirateur. Voilà, nous avons appris un des secrets de François Mitterrand que nous ignorions. Et voilà, exactement. Chers amis, merci d'être venus dans cette émission. Merci à nos auditeurs. Je n'ai pas lu en entier le message de notre auditeur sur la Serbie, mais il est très on y a répondu, j'espère. Oui. Et donc, je vous dis à dans un mois.